J'ai compris à quel point l'organisation pouvait amener la liberté. Donc, je suis quelqu'un de très, très, très organisé. Tu m'aurais dit le contraire, j'aurais eu un léger doute. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Aude Georgelin. Pour la petite anecdote, c'est la première personne qui m'a été recommandée à la fin d'un épisode de podcast dans mon tout premier épisode. Aude, je te souhaite la bienvenue et je te laisse te présenter et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Trop bien. Déjà, merci beaucoup pour cet accueil, Marie. C'est très, très cool d'avoir cette petite anecdote, je trouve, pour commencer. Alors, moi, je suis lancée officieusement depuis le Covid, en fait, depuis la fin 2020, mais officiellement depuis octobre 2021. En fait, pendant presque un an, quelque chose comme ça, j'ai eu un side business. Donc, j'étais toujours chez Decathlon et je travaillais le soir et les week-ends sur mon business. Et du coup, là, officiellement, ça va faire 3 ans que je suis lancée. Génial. Et est-ce que tu as toujours du coup fait le même métier depuis que tu es lancée en entrepreneuriat? Est-ce que ton side business c'était déjà ça ou est-ce que tu as évolué? Alors ça a toujours été la même chose en fait. Donc moi, si on peut mettre un titre sur ce que je fais, donc je fais du consulting sur tout ce qui va être développement d'entreprise. En réalité, c'est extrêmement large parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Ça peut être de la stratégie, de la communication, comme vraiment de la technique, de l'organisation, de la partie financière. Donc il y a beaucoup de choses. Et en fait, oui, je fais la même chose depuis le début, tout simplement parce que c'était déjà mon expertise quand j'étais chez Decathlon. Parce que du coup, chez Decathlon, j'ai été directrice magasin, j'étais responsable de marque au niveau des achats, etc. Donc j'avais déjà un panel, si tu veux, un petit peu de toutes mes thématiques, de toutes mes compétences. Et du coup, depuis le début, j'ai toujours fait la même chose. Bien entendu, aujourd'hui, j'affine énormément. Je me suis par exemple lancée sur toute la partie expertise au niveau de Notion, donc pour obtenir des certifications, etc., ce genre de choses. Mais voilà, ça reste dans la globalité la même chose depuis le début. Génial. Je commence toujours, Aude, mes interviews par un petit ceci ou cela. Est-ce que tu es prête? Ouais, je t'écoute. Alors, thé ou café? Café. PC ou Mac? Mac. Travail du matin ou travail du soir? Travail du matin. Solo ou cowork? Solo. Tu travailles chez toi ou ailleurs? Chez moi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Tu es plutôt livre ou lecture? Livre ou lecture? Livre ou série? Plutôt livre. Ok. Podcast ou YouTube? YouTube. Insta ou LinkedIn? Instagram. Ok. Et enfin, team organisé ou freestyle? Organisé, forcément. Forcément. Tu m'aurais dit le contraire, j'aurais eu un léger doute. C'est ça, exactement. C'est un exercice hyper intéressant de faire un ceci, cela, comme ça, j'adore. Ouais, surtout que ça permet, tu vois, après, les gens, en fait, ils sont partis dans les questions et c'est beaucoup plus fluide par la suite. Carrément. Dis-nous, Aude, pour expliquer aux gens, quel est le type de société que tu as? Et si c'est pas tabou pour toi, ton chiffre d'affaires annuel? Ça marche. Alors déjà, pour recontextualiser rapidement, donc moi, à l'instant T, je vis en Thaïlande. Quand j'ai commencé mon activité, je vivais également en Thaïlande parce que du coup, je travaillais pour Decathlon ici. Donc en 2020, j'ai créé une société en fait en Angleterre. Donc c'est très compliqué d'ouvrir des sociétés en Thaïlande, mais du coup, sur un point de vue fiscal, on pouvait ouvrir des sociétés en Angleterre. Donc j'ai ce qu'on appelle une limited partnership avec du coup mon conjoint. C'est toujours la société sur laquelle je suis. Néanmoins, quand je suis venue vivre en France, donc j'ai vécu en France à peu près 1 an et demi, donc de 2021 à 2023, j'ai ouvert du coup une SARL. En réalité, on avait tout un montage fiscal, mais voilà, je rentrerai peut-être pas dans le détail là-dessus. Mais du coup, quand j'étais en France, j'étais en SARL, donc à 50, enfin pas 50-50, mais bref, un certain pourcentage avec mon conjoint. Et du coup, aujourd'hui, je suis repassée sur un autre format de société du fait d'être à l'étranger. Donc, du coup, tu es repassé sur la société en Angleterre? Tu as fermé ton SARL? Exactement. C'est ça, Ok. c'est en cours du coup de fermeture. Donc là, vu que à l'instant où on fait ce podcast au mois de novembre, là on est en train de faire toutes les démarches pour que ce soit fermé, pour éviter d'avoir tous les bilans, etc., ce genre de choses, parce que c'est vachement lié à ça. Et du coup, avant que j'oublie, donc mon chiffre d'affaires, j'ai absolument aucun souci à le partager, parce que dans tous les cas, je le partage aussi beaucoup sur YouTube. Donc cette année, si tout se passe bien, donc là on est le 4 novembre, je devrais à peu près atteindre donc 80 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Génial. Est-ce que,
parce que pour faire un tel chiffre d'affaires, est-ce que tu peux nous partager le temps que tu passes sur ton business par semaine? Je dirais que par semaine, en fait, ça va vraiment dépendre parce qu'il y a des semaines où je travaille le week-end, il y a des semaines où je vais pas forcément travailler le week-end. Après, comme je suis quelqu'un d'assez organisé, je suis aussi quelqu'un d'assez productif. Donc, finalement, je vais avoir des semaines où je vais travailler 20 heures, d'autres où je peux en faire, par exemple, la semaine dernière, j'étais à 43 heures, donc j'ai énormément travaillé. Je pense que ça va vraiment varier en fonction de la saisonnalité aussi de mon business. Moi, j'ai une saisonnalité qui est très forte, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Et par contre, après, ça se relaxe beaucoup plus par rapport aux accompagnements, par rapport aux formations, etc., que je vais pouvoir sortir. Donc là, c'est un moment très dense où je vais avoir tendance à faire 35-45 heures, alors que à certains autres moments, tu vois, je vais pouvoir facilement travailler 20-25 heures. Et je trouve que c'est l'intérêt aussi. Parfois, faut pas essayer d'avoir quelque chose de trop linéaire. Moi, j'aime bien ce côté où je peux un peu choisir ce que j'ai envie de faire quand j'ai besoin de le faire. Ouais, c'est marrant là ce que tu dis, la saisonnalité, c'est quelque chose que moi, tu vois, j'avais pas du tout conscience avant que ça existait. J'en avais pris conscience Okay. là cette année. Est-ce que toi, tu doutais déjà qu'il y avait une saisonnalité quand tu t'es lancée ou c'est quelque chose qui est venu par la suite? Alors moi, je connaissais le concept dans le sens où sur toute ma carrière Decathlon, j'ai été en fait en charge de la partie fitness. Donc on avait une saisonnalité du fitness, donc on a vraiment un gros pic d'activité après les fêtes en janvier, un autre gros pic en septembre et un moyen pic au mois de mai juste avant l'été. Donc moi, je savais que ça faisait partie du business parce que j'ai appris à faire des plans financiers par rapport à cette saisonnalité-là. Et du coup, quand j'ai lancé mon activité, j'ai fait preuve, entre guillemets, de bon sens. J'ai un petit peu observé quelle pouvait être ma saisonnalité. Bien entendu, sur la thématique organisation, développement, janvier et septembre sont des moments assez importants. J'ai aussi beaucoup observé mes concurrents. Du coup, pour comprendre est-ce qu'ils faisaient des lancements à des moments particuliers, etc., ce genre de choses, pour pouvoir vraiment faire en fonction de ça aussi. Donc oui, j'en avais complètement conscience, mais je trouve que sur certaines thématiques, sur certaines niches, c'est pas forcément hyper flagrant. Donc là, le petit conseil que j'ai à donner par rapport à ça, c'est vous embêtez pas trop à aller chercher non plus votre saisonnalité, absolument en avoir une. Il y a certains business où il n'y en a pas du tout. Ouais, c'est important de le dire, comme tu dis, il y en a pour qui ça va être vraiment flagrant, comme tu dis, ceux qui sont dans le monde du sport, forcément en début d'année avec les bonnes résolutions, etc. Et d'autres où c'est vraiment un business sur l'année entière, quoi, où il faut qu'il donne et qu'il n'y a pas forcément de pic de croissance. Est-ce que, comme tu as une société, tu as également des salariés ou des prestataires? Alors moi, je n'ai que des prestataires. Connaissant la situation administrative française, j'avais pas du tout envie de prendre de salariés, et tout simplement parce que dans le niveau dans lequel est mon entreprise aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'aime bien le concept de pouvoir, si j'avais envie d'être vraiment toute seule, je pourrais le faire toute seule. Aujourd'hui, c'est pas le cas, bien entendu. J'ai plusieurs freelances qui travaillent avec moi, donc je vais avoir une personne qui s'occupe de toute la partie montage de mes vidéos YouTube. Donc à savoir que je sors 3 vidéos YouTube par semaine, donc c'est énormément de travail. Donc j'ai quelqu'un qui est dédié à ça. J'ai une autre personne aussi qui du coup c'est la même personne qui va s'occuper de beaucoup de choses avec moi sur les outils qu'on va utiliser, type system.io, etc., ce genre de choses. Donc ça, c'est une personne. J'ai une autre personne qui s'occupe de faire toute ma partie community management, donc en fait qui gère la partie Instagram et à partir d'aujourd'hui la partie TikTok également. Et la troisième personne qui travaille avec moi, c'est celle qui s'occupe de ma communauté. En fait, du fait, encore une fois, d'être en Thaïlande, j'ai quand même un gros créneau où je peux pas être présente pour mes élèves. Et pour moi, c'était indispensable en fait d'avoir quelqu'un qui pouvait répondre aux questions à des moments importants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre quelqu'un par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment 3 personnes qui sont avec moi mensuellement, c'est-à-dire qu'elles sont avec moi depuis plusieurs années maintenant. Et à côté de ça, je vais avoir aussi des freelances avec lesquels je peux travailler vraiment sur la prestation de service. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Comment tu vas gérer du coup ta semaine? Tu viens de dire que tu avais 3 vidéos par semaine, une communauté également. Est-ce que pour gérer tout ça, tu as une semaine type? Oui, honnêtement, toutes mes semaines se ressemblent. Je pense que du fait d'être très passionnée d'organisation, j'ai compris à quel point l'organisation pouvait amener la liberté. Donc je suis quelqu'un de très, très, très organisé. Donc ma semaine se passe tout le temps de la même manière. C'est-à-dire que lundi matin, je tourne mes vidéos YouTube. Donc comme ça, c'est fait, c'est préparé, etc. Et ensuite, la personne qui s'en occupe peut faire tout le montage, etc. Quasiment toutes les après-midi, donc le lundi, le mardi, le jeudi, voire le vendredi après-midi, je suis au téléphone. Donc vu qu'encore une fois, avec ce créneau France-Thaïlande, je suis beaucoup au téléphone les après-midi. Tous les mardis et les jeudis matins, je fais du retour client. Donc je regarde le travail de mes clients, je leur fais des retours en vidéo, etc. Ce genre de choses. Et tous les mercredis, normalement, c'est une journée qui est un peu pour moi. Et du coup, je fais du contenu à ce moment-là. Donc c'est là où je vais faire du contenu Instagram, du contenu
TikTok, etc., ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment des jours dédiés pour YouTube, des jours dédiés pour plus Instagram, TikTok. Et après, voilà, des moments spécifiques pour mes clients également. Mais en vrai, toutes mes semaines sont quasiment les mêmes. Ouais, carrément. En fait, c'est plus après à l'intérieur de tes créneaux que tu vas venir caler des clients différents ou des choses comme ça. Exactement. Et c'est dans tous les cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place dès le début, parce qu'avant du coup d'être entrepreneur, je gérais une équipe de 20 personnes avec lesquelles je devais faire des meetings mensuels. Et en fait, quand on gère un magasin plus gérer autant de gens, il faut avoir une organisation hyper spécifique. Donc, je sais quand est-ce que je vois mes clients, je sais, enfin voilà, on a des créneaux en fait qui sont dédiés par rapport à ça. On planifie quand même pas mal en avance pour que eux aussi ne se sentent pas lésés du fait que moi, j'ai pas forcément les mêmes horaires qu'eux, etc. Mais oui, effectivement, il y a une grosse organisation derrière ça. J'ai pas entendu ou j'ai pas retenu, mais est-ce que dans ton planning comme ça, tu as également un créneau réservé à ton administratif ou est-ce que c'est quelque chose que tu gères un peu plus au feeling? Dans l'administratif, alors déjà, j'ai quasiment tout mis en place pour automatiser le plus possible. Pour éviter de devoir faire trop d'administratif. En ce qui concerne toute la partie comptabilité, etc., donc il y a une grosse partie qui est dans tous les cas gérée par des comptables, puisque j'ai des sociétés, donc forcément c'est fait par les comptables directement. Donc toutes ces choses-là, en fait, les déclarations, ce genre de choses, moi je ne maîtrise absolument pas. J'ai toujours eu ça de délégué à 100%. Par contre, je vais avoir des créneaux qui sont plus dédiés à l'analyse de mes chiffres, donc à faire ma comptabilité, analyser mes chiffres, mes KPI, etc., tous les mois, en fait, quasiment le premier jour du mois, donc le premier de chaque mois, où je vais vraiment observer, etc., ce genre de choses-là. Mais vraiment, en termes administratifs purs et durs, finalement, j'ai pas grand-chose que ça, puisque quasiment tout est automatisé. Et tu peux nous partager avec quel outil tu as fait les automatisations? Alors, quasiment tout est fait via des automatisations natives. En fait, moi, je n'aime pas faire des automatisations parce que j'aime pas forcément faire ça. Quand j'ai des automatisations qui doivent être faites, elles sont faites avec Zapier. Donc, je sais qu'il y a un peu de team, voilà, Zapier Make. Moi, c'est fait du coup avec Zapier. Mais par contre, j'essaye le plus possible, effectivement, quitte à payer un peu plus cher, d'avoir des automatisations qui sont natives. Je te donne l'exemple de Stripe où, en réalité, bon, peu de personnes l'utilisent, mais on peut faire de la facturation avec Stripe automatisé. Ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais voilà, au moins ça permet d'éviter d'avoir ce genre de choses. Moi, quasiment tous les paiements que je fais aujourd'hui passent par Stripe, même les accompagnements, etc., ce genre de choses. Et du coup, voilà, je n'ai rien à faire en fait sur cette partie-là, à part de donner les informations, bien entendu, à mon comptable derrière. Donc voilà, tout est géré par rapport à ça. Même chose avec toute la partie plus marketing. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle System.io, qui du coup est quand même un outil extrêmement, extrêmement complet, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, j'automatise tout ce que je peux automatiser également là-dessus. Pour tout ce qui va être tes projets, est-ce que tu peux nous dire, Aude, comment tu les gères? Comment tu t'organises pour tes projets? Donc déjà, j'utilise Notion pour toute la partie vraiment gestion de projet, etc., ce genre de choses. La manière dont je m'organise, c'est que je vais toujours avoir une première réflexion qui va se faire au niveau de mes objectifs financiers. C'est-à-dire que je ne vais pas décider de faire un projet voilà, du jour au lendemain. Je vais m'attaquer à ça. C'est vraiment en lien avec le chiffre d'affaires que j'ai envie de faire ou les changements au niveau de mes pourcentages de chiffre d'affaires que j'ai envie de faire, etc., ce genre de choses. Donc, en fonction de ça, je vais venir choisir un petit peu les projets. J'ai tendance à essayer de me focuser sur un projet par mois, c'est-à-dire que je ne vais pas me lancer sur 36 projets en même temps, ou alors ce sont des projets sur lesquels il y a peu finalement de masse de travail. Quand je dis peu, c'est 5 à 6 heures. C'est des choses que je peux faire assez rapidement dans une semaine. Mais voilà, quand j'ai des très, très gros projets, je vais avoir tendance à vraiment prendre le temps de le faire. Si on reprend, par exemple, cette année, j'ai fait une grosse mise à jour de mon programme Get Your Lunch Done. Puis, j'ai fait une grosse mise à jour de toute la partie boutique Notion. Là, je suis en train de refaire une grosse mise à jour de toute la partie organisation. Et en fait, une fois que ça aura été fait, j'aurai fini tous les gros projets que j'ai à faire sur les 2 prochaines années. Et après, ça va être uniquement, en fait, donc là, par exemple, le gros projet que je lance pour l'année prochaine, ça va être toute la partie communication. Donc, d'être vraiment très active sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram pour travailler un petit peu mon branding, etc., ce genre de choses. Donc, j'ai tendance à avoir des gros projets, mais vraiment à les faire sur des timings très spécifiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre je me lance pas dans 10 trucs en même temps, par exemple. Oui, en fait, tu vas faire en gros quasiment un trimestre complet sur un projet et après tu vas enchaîner avec un autre projet, quoi. Mais par contre, tu as une vision sur le long terme parce que là, tu dis que c'est sur les 2 prochaines années, tu sais exactement ce que tu vas mettre en place. C'est ça, exactement. C'est un peu rédhibitoire, mais Oui. ouais, je sais ce que j'ai envie de mettre en place, justement parce que, encore une fois, ça se travaille, je trouve, vraiment au niveau des objectifs financiers. J'ai des objectifs que je veux atteindre. En fonction de ça, je sais qu'il faut que je mette certains projets en fait en place. Et je pense que ça, c'est franchement le meilleur conseil que je peux donner. C'est
tout ce que vous avez envie de faire ne doit pas être fait dans l'immédiat. Et du coup, souvent, on a un peu ce côté de « Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ». On regarde le contenu des autres, on regarde les projets des autres, et on se dit « J'aimerais bien me lancer là-dedans aussi ». Sauf qu'en fait, moi, ça m'arrive aussi, mais en fait, c'est des projets que je vais peut-être faire en 2025 ou en 2026. Il faut, je pense, un peu casser ce truc d'avoir tout de suite, de tout faire tout de suite, et vraiment d'essayer de voir extrêmement long terme, en fait, finalement. Ouais, et ce qui est dur aussi, comme tu dis, c'est quand tu regardes le business des autres, tu dis ah mais c'est génial ce qu'elle fait. Moi aussi je veux faire ça. Je suis sûre que ça apporterait à mes prospects, à mes clients. Et du coup, tu peux vite te retrouver avec 15 idées et puis aller un peu par-ci, un peu par-là. Et au final, comme tu dis, si on n'est pas focus sur un projet, au final on n'avance pas parce que quand tu vas arriver au bout du troisième, tu vas dire ah ouais mais en fait celui-ci il est bien aussi comme projet. J'aime bien ce qu'elle fait elle aussi. Et du coup hop, tu repars dans l'autre sens et tu refais autre chose. Et finalement, ce que toi tu voulais vraiment de base, t'as pas avancé dessus, quoi. C'est ça, exactement. Mais je pense que par rapport à ça aussi, il faut avoir la capacité en amont de bien choisir ses projets et tu sais, il faut que ça vienne un peu, faut que ça vienne de sa vision, il faut que ça vienne un peu du cœur, parce que très souvent, quand on a tendance à prendre les projets des autres ou à aller regarder un peu ce que font les autres, c'est qu'on n'a pas vraiment confiance en notre projet à nous aussi. Donc, je pense que c'est important aussi de travailler là-dessus. Bosser sur ta vision, c'est quelque chose que toi, tu fais régulièrement ou c'est quelque chose que tu as fait une fois, mais tu l'as vraiment bossé à fond? Comment tu fais? Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai fait dès le début, donc que j'ai très, 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 très bien travaillé, tout simplement parce que c'était un truc que voilà, on m'avait appris à faire ça chez Decathlon, donc j'ai tout de suite mis ça en place. Quand j'ai voulu créer un petit peu mon projet entrepreneurial, c'est un des premiers exercices que j'ai fait et c'est quelque chose sur lequel j'ai tendance effectivement à revenir parce que je trouve que c'est hyper important un petit peu tous les ans d'aller observer ce qu'on a fait, observer ce qu'on a envie de faire, parce que je pense que les choses changent énormément. Comme j'ai tendance à dire, c'est que la vision, c'est une destination, mais il faut encore plus s'intéresser à son pourquoi, parce que le pourquoi, c'est la raison de la destination. Sauf qu'en fait, le pourquoi, il est très personnel et il change énormément aussi par rapport à voilà l'âge qu'on peut avoir, les changements qu'on va avoir dans le perso, justement. Et moi, personnellement, mon perso, il a vachement changé là ces derniers mois et je sais que ça va avoir un impact aussi du coup sur ma vision. Après, le gros avantage que j'ai, c'est que vis-à-vis de ma communauté, tous les ans, au mois de décembre, janvier, j'organise des ateliers justement pour travailler sa vision, etc. Donc, j'ai pris l'habitude de le faire dans tous les cas un petit peu tous les ans. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement, quand tu te lances comme toi, par exemple, en 2020, on est en fin 2024. Évidemment, tu n'as pas la même vie qu'en 2020. Déjà, tu n'as pas le même âge, tu as mûri, tu as appris énormément de choses. Déjà, rien que ça joue. Tu nous l'as dit, tu as fait des allers-retours entre la Thaïlande, la France, etc. Quand tu n'es pas dans le même pays, dans le même pays, déjà, tu n'as pas les mêmes besoins non plus, je pense. Bien sûr. D'un point de vue financier, t'as pas la même organisation non plus. Savoir où tu veux aller, c'est bien, mais réajuster parfois aussi le timing. C'est tout bête, mais c'est comme quand tu prends la route pour aller en vacances. C'est pas parce que tu vas aller d'un point A à un point B que vraiment tu vas faire comme ça, parce que va y avoir des embouteillages, il va y avoir des aléas sur la route, donc tu vas dévier ton trajet. Et c'est exactement le même principe, je pense, pour ta vision. Carrément, c'est complètement ça, et je pense qu'il faut, c'est quelque chose qui est intéressant à intégrer dès le début. Parce que souvent, moi, j'ai vu plein de collègues à moi, entrepreneurs, se bloquer un peu sur leur vision. Mais du coup, ça leur portait préjudice plus qu'autre chose. Parce qu'il y a aussi ce sentiment de j'ai dit publiquement la vision que j'avais, donc maintenant, je peux plus trop revenir en arrière, etc. Si, en fait, Si, on peut très bien, on a dit un truc hier, on peut revenir dessus le lendemain, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas la même personne je ne suis pas la même personne que j'étais hier. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et je pense qu'il faut casser un petit peu cette croyance-là aussi, quoi. Ouais, complètement. Je suis 100% alignée avec ce que tu viens de dire. Dis-moi, Aude, si tu avais un conseil organisation à donner à un entrepreneur qui se lance ou qui est vraiment au début de son entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors c'est compliqué pour moi de choisir, honnêtement, parce qu'il y en a beaucoup. Là, si je reprends un peu les thématiques que je suis dans lesquelles je suis en ce moment, je dirais c'est de bien arriver à faire la différence entre les différents types d'objectifs qu'on va avoir. Moi qui a un programme en ligne, du coup, j'aide beaucoup de beginners. Je vois qu'il y a cette difficulté à vraiment catégoriser les objectifs et du coup à pas avoir conscience de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment urgent, etc. Ce genre de choses. Donc ça, c'est des exercices que je trouve extrêmement intéressant à faire, de bien comprendre qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est quoi les choses que moi j'ai envie de faire, c'est quoi les choses que je dois vraiment faire pour mon business, d'arriver à bien catégoriser tout ça et en même temps de pas prendre la méthode de n'importe qui. Il faut vraiment trouver sa méthode, il faut trouver un système en fait qui nous correspond
correspond complètement pour avoir aussi cette sensation d'avancer. Et la jointure avec ça, et je te partage ça parce que j'étais au téléphone juste avant qu'on s'appelle et je trouvais la réflexion intéressante, c'est de vraiment faire la différence entre les impératifs et les objectifs. En fait, aujourd'hui, on est énormément sur nos impératifs, c'est-à-dire qu'au quotidien, on travaille sur ce qu'on doit absolument faire pour avancer. Et du coup, il y a un peu cette pile d'objectifs en fait sur lesquels on doit travailler pour se développer qui restent de côté, sur lesquels on n'avance pas. Et ça nous bloque, on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire, etc. par rapport à ça, parce qu'on est toujours en train de travailler sur ces impératifs. Donc, mon meilleur conseil, c'est mettez-vous du temps pour vos objectifs aussi, plus de développement, parce qu'en fait, ce ne seront jamais des impératifs. Donc, il faut aussi trouver du temps pour ça. Ouais, carrément. C'est quelque chose que moi aussi je conseille, tu vois, dans mes accompagnements. C'est mets-toi du temps pour ton business, pour qu'il avance aussi. Parce que mettre du temps pour tes projets, c'est bien. Du temps pour tes clients, c'est bien. Mais en fait, si tu ne prends pas de temps pour ton business et pour ton développement, tes formations, etc., à un moment donné, tu vas stagner forcément. Et du coup, c'est quelque chose que je conseille parce que c'est bien d'avoir un business qui roule, mais avoir un business qui avance dans le bon sens et qui surtout tu vois, il faut penser aussi à évoluer dans son business. Et c'est des choses que même des grandes entreprises ne font pas. Elles restent vraiment dans ce qui fonctionne et on le voit régulièrement, finalement, après, elles coulent, en fait, ces entreprises parce qu'elles n'ont pas su se développer, elles n'ont pas su suivre les tendances, etc. Carrément. Et c'est pour ça que le développement, je trouve aujourd'hui, en fait, quand on réfléchit, tu sais, différentes phases d'une entreprise, on a vraiment cette partie de lancement, de maturation, etc. Et en fait, le développement, souvent, on le met un peu de côté, justement parce qu'on est dans ce contexte d'impératif énormément au quotidien. Donc voilà, d'essayer un peu de casser ça, je trouve très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui es une pro de l'organisation, s'il y a une méthode que tu as testée et que tu as détestée? Je déteste Pomodoro. J'ai jamais compris pourquoi ça intéressait les gens. Enfin, moi, j'aime bien se focus pendant 3 heures sur quelque chose. Après, je peux comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, je suis en train de créer une petite formation sur la concentration. C'est un sujet qui me passionne et je me rends compte que les gens ont énormément de mal à se concentrer. Donc, Pomodoro peut être intéressant pour ça. Et ouais, j'ai vachement de mal avec ce concept d'arrêter, de reprendre, sachant qu'aujourd'hui, ça a été prouvé qu'une personne d'approximativement entre 25 et 35 ans peut mettre jusqu'à 20 minutes à se concentrer. Donc j'ai un peu du mal avec l'intérêt du coup de faire du 25 minutes. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Pomodoro, c'est travailler 25 minutes, faire une pause de 25 minutes, de 5 minutes, retravailler 25 minutes, etc. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Mais au-delà de ça, c'est un peu, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les méthodes ne sont pas bonnes à prendre. Des méthodes qui seront fantastiques pour moi ne le seront peut-être pas pour toi. Et je pense qu'il faut apprendre aussi en fait, l'organisation, c'est beaucoup se connaître, c'est beaucoup savoir ce qu'on a envie, pas envie. Et du coup, par rapport à ça, il faut vraiment faire ce travail-là parce qu'il y a des méthodes qui seront fantastiques pour d'autres personnes qui ne seront pas forcément pour vous non plus. Ouais, complètement. Moi, je sais que dans ma formation, c'est ce que je mets en avant dans le premier module, tu vois, c'est apprendre à te connaître toi-même avant de chercher l'organisation. Parce qu'il faut que tu trouves une organisation qui te correspond à toi. Et dedans, du coup, j'explique Pomodoro. Et ce qui me fait rire, c'est que quasiment, faudrait que je fasse une stat là-dessus, mais je dois avoir 80% des personnes que j'interroge qui me disent Pomodoro, ça ne me convient pas. Alors que cette méthode, elle est aussi, comme tu dis, prouvée qu'elle fonctionne, mais elle n'est pas du tout adaptée à tout le monde. Moi, la première, je l'utilise pas parce que ça me frustre également quand je suis lancée et que j'entends le bip 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 bip, c'est terminé, il faut que tu prennes une pause alors que j'étais à fond. Donc moi, c'est vrai qu'elle ne me correspond pas non plus, mais comme tu dis, c'est important pour ça, je pense, de tester en amont, voir si ça te correspond. Et par contre, je retiens ton chiffre comme quoi il faut quasiment 20 minutes pour se concentrer. C'est juste énorme comme chiffre. C'est énorme et c'est de pire en pire avec le temps qui passe, entre guillemets, la consommation qu'on peut avoir au niveau des réseaux, etc., ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça va un peu à contrario d'aller faire du Pomodoro. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail en fait énorme à faire sur cette partie-là. Surtout nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on sait la prise de risque que c'est que d'être entrepreneur, que d'être à son compte, et qu'en fait le fait de ne pas réussir à se concentrer, c'est vraiment de l'auto-sabotage en fait finalement. Donc ouais, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Est-ce que tu peux nous partager ton prochain projet et nous dire comment tu vas t'organiser pour le faire?
là, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins en cours, parce que du coup, on a, comme je disais, il y a le lancement de tout ce qui va être TikTok, etc. Alors, on peut prendre un projet qui est un peu plus long terme, enfin un peu plus long terme, un peu plus large. Du coup, moi, par rapport à ce que je te disais du coup en début de podcast, donc je vais faire à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et aujourd'hui, j'ai en fait un pourcentage de chiffre d'affaires qui est vraiment divisé entre mes produits automatisés et mes accompagnements. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur du 70-30, 70 sur de l'accompagnement, 30 sur de l'automatisé. Sauf que moi, ça, c'est un changement radical que j'ai envie de faire un switch complet, et du coup, de passer à 30 sur de l'accompagnement et 70 sur de l'automatisé. 30 sur de l'accompagnement parce que mon souhait serait de continuer à accompagner mes clientes actuelles et de pas forcément reprendre de nouvelles clientes. Et à côté, parce que j'aimerais bien faire beaucoup plus d'automatisé par rapport à la vie que j'ai envie d'avoir dans les années à venir, voilà, avec l'âge, entre guillemets, que je commence à avoir. Donc ça, c'est une première notion. Et en fait, par rapport à ça, on va mettre pas mal de choses en place. Donc, il va y avoir le lancement du coup de TikTok sur lequel je pars. Donc, il sera uniquement sur la niche Notion, organisation, etc. Le développement aussi de d'autres types de vidéos sur la chaîne YouTube et également la mise en place de la pub Facebook. Donc ça, c'est des projets que je mets un peu de côté depuis plusieurs années. Et là, c'est des projets du coup sur lesquels on va travailler. Donc, on prend petit à petit. Donc, la partie YouTube sera faite, je pense, vraiment en 2025. Là, en ce moment, donc en novembre 2024, on est vraiment sur TikTok, le lancement de TikTok, etc. On va faire des tests sur 3 mois pour voir ce qui prend, ce qui prend pas. On va pouvoir analyser, etc. vis-à-vis de ça. Et ensuite, du coup, il y aura la pub Facebook techniquement qui devrait commencer aussi au mois de novembre. Donc là, il y a pas mal de choses quand même qui se passent sur cette fin d'année pour pouvoir vraiment vivre un petit peu ce switch. Donc ça, c'est un peu les objectifs stratégiques vis-à-vis de ça. Génial. Et du coup, pour gérer tout ça, comment tu fais? Tu es team papier, team Notion, team comment tu fais? Team Notion à fond. Du coup, ça c'est sûr et certain. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement logique. Pour moi, c'est un peu tout noir, tout blanc. Donc, j'ai des grosses facilités à m'organiser, à prendre des décisions, etc. Ce genre de choses. Donc, vraiment, voilà, on a un plan par rapport au lancement, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Souvent, si je travaille avec des personnes, elles savent également ce qu'elles doivent faire, etc. Je suis aussi très Notion parce que je suis pas beaucoup WhatsApp. Je trouve que trop de messages tuent les messages et on perd énormément d'informations. Donc, j'aime beaucoup aussi Notion vis-à-vis de ça parce qu'en fait, on ne perd pas d'informations suivant ce qui a été dit, etc. Ce genre de choses. Ça permet d'avoir un suivi qui est beaucoup plus intéressant. Donc, ouais, vraiment full team Notion. Mais je suis très papier quand j'ai un peu entre gros guillemets des crises d'angoisse et je me dis, oulala, j'ai trop de choses à faire. J'aime bien me vider la tête quand même avec l'écriture. Donc, je vais quand même utiliser le papier de temps en temps. Si tu avais une question à me poser, laquelle est-ce que ce serait? Moi, ça m'intéresserait de savoir comment toi, tu t'es lancée. En fait, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait avant, etc. Ah, alors moi, de base, j'étais assistante commerciale. Et la société dans laquelle j'étais a été rachetée par un gros groupe et du coup, le service commercial a été décentralisé. Donc, nous, les assistantes, on est resté dans l'usine où je travaillais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'allais à la société pour travailler 5 heures dans ma semaine et être présente 35 heures. Donc, j'ai fait ce qui s'appelle un bore-out, c'est-à-dire que je me suis ennuyée complètement et complètement dévalorisée. J'avais aucune perspective, aucune évolution possible non plus, à part si je me délocalisais du coup à des kilomètres de chez moi, ce qui était non négociable. Et j'ai fini par m'effondrer. Et du coup, on avait vu passer une assistante virtuelle sur les réseaux. Et mon mari m'avait dit je suis sûre que toi, tu es capable de faire ce qu'elle fait. Moi, non, pas du tout. J'en suis incapable. Et du coup, quand je suis tombée, je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'ai ça qui me reste en tête. Donc, je vais tenter. Et puis, du coup, voilà, 6 mois plus tard, même pas, 3 mois plus tard, j'ai été lancée comme assistante indépendante à la base. C'est ce que j'ai fait. Et dès le début, je me suis dit que moi, ce que je voulais, c'était surtout accompagner les entrepreneurs à être organisés dans leur quotidien. Trop bien. Donc, je pensais au début que l'assistante virtuelle allait me suffire et en fait non, je voulais plus. Je voulais plus d'accompagnement, je voulais plus tu vois de soutien auprès des entrepreneurs. Donc du coup, j'ai bifurqué après sur le consulting en organisation. Trop bien. Voilà. Écoute, très intéressant. Ouais, en fait, on a toujours c'est ce que je dis aux gens, on a toujours un passé, c'est pas parce que tu apprends à connaître quelqu'un maintenant qu'elle est comme ça que elle a toujours été
de cette façon d'être. Moi, je suis quelqu'un qui est très positive. Autant te dire que quand j'étais en burn-out, j'étais loin d'être positive, même si finalement après le naturel revient toujours, tu vois. Mais c'est voilà, on a tous des bagages qui sont plus ou moins positifs dans nos vies. Voilà, donc, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça m'est tombé dessus, hein, moi, complètement. Je m'en cache pas. Je le dis à tout le monde. C'était pas du tout dans ma vision à la base. Moi, j'étais une salariée modèle. Je me voyais salariée toute ma vie et surtout pas entrepreneur. En fait, je ne m'en sentais pas capable. Donc, j'ai déjà, moi, bossé beaucoup là-dessus, quoi. Et c'est hyper intéressant de voir que c'est ton conjoint qui t'a vachement tiré vers le haut avec ça. Parce qu'en vrai, moi, mon histoire, elle est un peu similaire dans le sens où j'étais très bien chez Decat. Moi, j'ai pas quitté Decat parce que ça se passait mal. Au contraire, je pense que j'aurais pu faire toute ma carrière chez eux. C'est juste que ça s'est passé avec le Covid, etc. Et que c'était, voilà, j'ai dû prendre certaines décisions. Mais j'ai toujours eu mon conjoint derrière moi. Et je trouve intéressant que tu partages aussi cette partie-là. Parce qu'on le voit souvent chez beaucoup d'entrepreneurs que le conjoint, la famille, les amis ont du mal à comprendre parce qu'ils comprennent pas ce qu'on fait, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on irait faire ça alors qu'on pourrait avoir un CDI. Et voilà, donc ça, c'est trop cool pour toi que tu aies vraiment eu quelqu'un derrière toi. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, ce qui m'a le poussoir, tu vois, que j'ai eu, c'est j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, ben voilà, j'ai un projet, je vais démissionner. C'est truc inconcevable. Je vais démissionner et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je retiens toujours ce que mon père m'a dit. Il m'a dit, tu sais, c'est à ton âge qu'il faut avoir des rêves et les réaliser. Trop bien. Donc voilà, j'avais l'aval de mon mari, j'avais l'aval de mes parents. J'ai dit bon, hop, il n'y a plus personne à prouver, donc on y va. J'ai une autre question Aude pour toi. Si tu avais un livre, un podcast ou une vidéo à nous partager, voire une chaîne YouTube, qu'est-ce que ce serait? Écoute, ma chaîne YouTube, forcément incroyable, il se passe plein de trucs, il y a plein de conseils, tout ça. Non, je rigole. Mais en vrai, moi personnellement, le livre qui a changé, qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat et qui a un peu tout changé pour moi, alors j'ai aucune idée du titre français, par contre, mais il est très connu de base. C'est The One Thing de Gary Keller, qui est du coup très très connu chez les entrepreneurs. C'est un livre en fait qui m'a vraiment fait vivre un switch parce que je me suis dit ok, c'est complètement possible. Aussi, ce que moi je ressentais comme c'était des choses qui étaient faciles pour moi, justement toute la partie organisation, je me suis rendu compte que pour des gens c'était des difficultés et c'est là où je me suis dit il y a clairement en fait quelque chose à faire par rapport à ça, je peux aider d'autres personnes aussi à le faire et c'est vrai que c'est ça aussi moi qui m'a beaucoup poussée parce que quand j'étais chez Decat, j'étais limitée aux gens de Decathlon. Et le fait d'aller voir beaucoup plus loin m'a permis aussi d'aider beaucoup plus de personnes. C'est vrai qu'il m'est souvent recommandé aussi ce livre. Moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas le critiquer, mais il m'est souvent recommandé. Sur quel réseau, Aude, justement, est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, maintenant, je suis un peu partout parce que j'ai une newsletter, j'ai Instagram, on a TikTok, on a la chaîne YouTube aussi. J'ai tendance à beaucoup dire parce que c'est vrai que ma team est quand même très présente avec moi. Donc, pas que mes projets, c'est pas que ma chaîne YouTube, c'est vraiment un truc d'équipe. Vraiment, globalement, on est partout, sauf sur LinkedIn. Génial. On mettra tous les réseaux dans les notes de l'épisode. J'ai ma dernière question, celle dans laquelle tu m'as été recommandée. Donc, j'ai hâte de savoir qui tu voudrais entendre ici et pour quelle raison. Je t'avoue que je n'ai pas été regarder les autres épisodes. Donc, si ça se trouve, tu l'as déjà eu, mais je ne sais pas. Ça serait Laura de Madame Manifestation. Je trouve très intéressant parce que c'est quelqu'un, donc moi, c'est une de mes clientes sur lesquelles on a beaucoup travaillé sur son organisation sur les dernières semaines, les derniers mois. Et elle a eu beaucoup de changements dans ce qu'elle a voulu faire parce que voilà, elle est venue vivre ici en Thaïlande, elle est repartie en France. Il y a un peu ce côté digital nomade du fait qu'elle a envie de vivre un petit peu à différents types d'endroits. Donc, je ne sais pas si c'est déjà quelqu'un que tu as eu un petit peu sur des profils comme celui-ci. Mais voilà, moi qui suis très basique, je vis chez moi, je bosse chez moi, etc. Je trouve que ça peut être cool d'avoir des personnes un peu différentes. Génial. Eh bien, écoute, je ne l'ai pas interviewée pour l'instant. Je vais l'ajouter à ma liste et j'irai la chercher avec grand plaisir. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Pensez à le liker et à vous abonner s'il vous a plu. Aude, je te souhaite du coup une très belle soirée parce que chez toi, c'est le soir. C'est ça. Merci à toi encore une fois pour l'invitation.